Anton Tchekhov, le violon de Rothschild. La ville était petite, moindre qu'un village. Elle n'était presque habitée que par des vieillards qui mouraient si rarement que c'en était pitié. Il n'y fallait quelques cercueils que pour l'hôpital et la prison. En un mot, les affaires n'y allaient pas. Si Yakov Ivanov eût fait des cercueils dans un chef-lieu, il eût certainement possédé une maison, et on lui eût donné du Yakov Matveitch. Mais dans cette mauvaise petite ville, on ne l'appelait que Yakov. Dans la rue, on l'avait même, on ne sait pourquoi, surnommé Bronza. Et il y vivait, pauvre comme un moujik, dans une vieille petite isba d'une seule pièce où s'entassaient de compagnie lui, Marfa, le poêle, un lit à 2 places, les cercueils, l'établi et tous les ustensiles du ménage. Yakov fabriquait de bons cercueils solides. Pour les moujiks et les artisans, il les faisait à sa taille, sans se tromper jamais, car il n'y avait nulle part, même à la prison, des gens plus grands et plus forts que lui, bien qu'il eût déjà 70 ans. Pour les nobles et pour les femmes, Yakov exécutait ses cercueils sur mesure et en prenait les dimensions avec une archine en fer. Il acceptait sans empressement les commandes de cercueils d'enfants et les confectionnait sans se déranger, à vue d'œil, avec dédain. En touchant l'argent, il disait chaque fois « J'avoue que je n'aime pas à m'occuper de niaiseries ». En dehors de son métier, Yakov gagnait aussi quelques sous à jouer du violon. Pour les mariages, on louait d'ordinaire dans la petite ville un orchestre juif que dirigeait l'étameur Moïse Ilitch Chakès. L'entrepreneur prélevait pour sa part plus de la moitié de la recette. Comme Yakov connaissait surtout des chansons russes, Chakès l'invitait de temps à autre à jouer dans son orchestre. Il le payait 50 kopecks par jour, sans parler des cadeaux des invités. Quand Bronza s'asseyait dans l'orchestre, il se mettait tout d'abord à suer et à rougir. Il faisait chaud et cela sentait l'ail à étouffer. Son violon miaulait près de son oreille droite, la contrebasse s'enrouait près de la gauche, la flûte pleurait. Celui qui en jouait était un maigre juif roux, le visage couvert d'un réseau de veines rouges et bleues. Il portait le nom de Rothschild, le fameux homme riche. Et ce maudit juif parvenait à jouer même les choses les plus gaies sur un ton plaintif. Yakov, sans raison plausible, ressentait de la haine et du mépris pour les juifs, et surtout pour Rothschild. Il commençait à le taquiner, l'injuriait, une fois même il voulut le battre. Rothschild s'en irrita, lui dit farouchement « Si je n'estimais pas votre talent, il y a longtemps que je vous aurais fait passer par la fenêtre. » Il se mit à pleurer. En raison de cela, on n'invitait que rarement Bronza. On ne le faisait que dans le cas d'extrême urgence, quand un des juifs manquait. Yakov n'était jamais de bonne humeur parce qu'il lui arrivait souvent de subir des pertes effrayantes. C'était péché, par exemple, de travailler les dimanches et fêtes. Le lundi est un mauvais jour. On arrivait ainsi à un total de près de 200 jours pendant lesquels il fallait, malgré soi, se croiser les bras. Et quelle perte cela donnait! Si l'on faisait en ville un mariage sans musique, ou si Chakès n'invitait pas Yakov, c'était aussi une perte. Le commissaire de police fut malade. Il languit 2 années. Yakov attendait sa mort avec impatience, mais le commissaire partit pour se soigner au chef-lieu de district, et y mourut. Encore une perte d'au moins 10 roubles. Il aurait fallu en effet au commissaire un cercueil cher, recouvert de brocart glacé. La pensée des pertes qu'il faisait assiégea Yakov, surtout la nuit. Il mettait son violon auprès de lui sur son lit, et lorsque toutes sortes de balivernes lui passaient en tête, il touchait les cordes, le violon résonnait, et Yakov se sentait mieux. Le 6 mai de l'an dernier,
Sa femme, soudainement, se sentit mal. La vieille respirait avec peine, buvait beaucoup d'eau et chancelait. Le matin, elle alluma malgré tout le poêle, elle alla même chercher de l'eau, mais sur le soir, elle dut s'aliter. Yaakov, toute la journée, joua du violon. Quand il fit entièrement nuit, il prit le livre dans lequel il inscrivait chaque jour les pertes qu'il éprouvait, et par ennui se mit à en faire le compte pour l'année. Le total monta à plus de 1000 roubles. Cela troubla tellement le vieillard qu'il jeta son boulier par terre et trépigna. Puis il releva l'instrument, le fit encore claquer longuement et soupira profondément. Son visage était rouge, bouillé de sueur. Il pensa que s'il avait mis à la banque ce millier de roubles perdus, le revenu annuel en atteindrait au moins 40 roubles. Donc ces 40 roubles-là étaient aussi une perte. Bref, de quelque côté que l'on se tourne, il n'est que perte et rien d'autre. « Yaakov » appela tout à coup la vieille. « Je meurs. » Brunza regarda sa femme. Sa figure était rose de fièvre, extraordinairement sereine et joyeuse. Il était habitué à lui voir un visage pâle, timide et malheureux, et il se troubla. Il lui sembla que sa femme se mourait en effet, et qu'elle était contente de quitter enfin, pour toujours, cette isba, ces cercueils, et Yaakov lui-même. Marfa regardait le plafond et remuait les lèvres. Elle avait l'air heureux, comme si elle voyait la mort, sa libératrice, et si elles chuchotaient ensemble. C'était déjà le point du jour, à la fenêtre l'aurore rougissait. En regardant la vieille, Yaakov se rappela soudain qu'il ne lui avait pas de toute sa vie, lui semblait-il, fait une seule caresse, qu'il ne l'avait jamais plainte, n'avait jamais songé à lui acheter le moindre fichu, à lui apporter d'une noce quelque friandise. Il n'avait fait que crier après elle et lui reprocher ses pertes, se jetant sur elle les poings fermés. À la vérité, il ne l'avait jamais battue, mais il en faisait le geste, et Marfa était chaque fois atterrée d'effroi. Il ne lui permettait pas de boire du thé, parce qu'en dehors de cela, il dépensait déjà beaucoup, et Marfa ne buvait que de l'eau chaude. Et Yaakov comprit pourquoi elle avait maintenant une face si étrange, si joyeuse, et l'angoisse l'étreignit. Le matin venu, il emprunta le cheval de son voisin et amena Marfa à l'hôpital. Il n'y avait que peu de monde, il n'eut à attendre que 3 heures. À sa grande satisfaction, ce n'était pas ce jour-là le docteur qui faisait la consultation, il était lui-même malade. C'était l'officier de santé Maxime Nikolaïtch, vieillard dont tout le monde disait en ville que bien qu'il fût buveur et querelleur, il en savait plus long que le docteur. « Bonne santé à vous », lui dit Yaakov, introduisant la vieille dans la salle de consultation. « Excusez-nous, Maxime Nikolaïtch, de venir toujours vous déranger avec nos petites affaires. Tenez, veuillez regarder, mon objet est malade. La compagne de ma vie, comme on dit. Passez-moi l'expression. » Fronçant ses sourcils gris et lissant ses favoris, l'officier de santé considéra la vieille assise sur un tabouret, voûtée, maigre, le nez pointu, la bouche ouverte, et ressemblant de profil à un oiseau qui veut boire. « Oui, c'est ça, » dit lentement l'officier de santé en soupirant. « L'influenza, ou peut-être même la fièvre. Il y a maintenant en ville du typhus, et plus quoi. La vieille a fait son temps, que Dieu en soit remercié. Quel âge a-t-elle? 70 ans dans un an. Eh bien, elle a fait son temps. Il faut en prendre son parti. Vous avez certainement raison, Maxime Nikolaïtch, dit Yaakov en souriant par politesse. Et je vous suis sensiblement reconnaissant de votre obligeance.
mais permettez-moi de le dire, tout insecte veut vivre. Il y a tant de choses que l'on désire, dit l'officier, comme s'il dépendait de lui que la vieille vécût ou mourût. Alors écoute l'ami, tu lui mettras sur la tête une compresse froide et tu lui feras prendre ses poudres 2 fois par jour. Maintenant, au revoir, bonjour. À son expression, Yakov vit que l'affaire était mauvaise et qu'aucune poudre ne servirait à rien. Il était clair maintenant pour lui que Marfa mourrait vite, le jour même ou le lendemain. Il poussa légèrement du coude l'officier de santé, cligna de l'œil et lui dit à mi-voix « Maxime Nikolaïtch, et si on lui mettait des ventouses ?»« Pas le temps, l'ami. Prends la vieille et que Dieu vous garde, au revoir. »« Faites-moi cette grâce, » supplia Yakov. « Vous savez vous-même que si elle avait, supposons, mal au ventre ou quelque chose d'intérieur, ce serait des poudres et des gouttes qu'il faudrait. Mais elle a un refroidissement. Dans un refroidissement, la première chose, Maxime Nikolaïtch, c'est de chasser le sang. » Mais l'officier avait déjà appelé un autre malade, une femme entrait dans la salle avec un enfant. « Va-t'en, va-t'en, » dit-il à Yakov, en fronçant les sourcils, « pas d'histoire. » Alors, du moins mettez-lui des sangsues. Faites que l'on ait éternellement à prier Dieu pour vous. L'officier s'irrita et cria « Parle encore un peu, tête de bois !» Yakov s'emporta aussi, devint pourpre, mais il ne souffla mot. Il prit Marfa par la main et l'amena. Ce ne fut qu'une fois assis dans le chariot qu'il regarda durement et ironiquement du côté de l'hôpital et dit « On en a mis des artistes là-dedans. À un riche, il aurait certainement posé des ventouses, et à un pauvre, il regrette même une sangsue, Hérode. » Quand ils furent revenus chez eux, Marfa entra dans l'isba et resta 10 minutes debout, appuyée contre le poêle. Il lui semblait que si elle se couchait, Yakov parlerait de ses pertes, et la tenserait pour rester toujours couchée et ne pas vouloir travailler. Yakov la regardait avec ennui et se rappelait que le lendemain, c'était la fête de Saint Jean le théologien, le surlendemain, celle de Saint Nicolas le thaumaturge, ensuite dimanche, puis lundi, mauvais jour. 4 jours de suite, on ne pourrait pas travailler. Et Marfa mourrait probablement un de ces jours-là. Il fallait donc faire sa bière le jour même. Il saisit son archine de fer, s'approcha de la vieille et prit ses mesures. Ensuite, Marfa se coucha, et s'étant signé, Yakov se mit à faire son cercueil. Quand l'ouvrage fut terminé, Brunza ajusta ses lunettes et inscrivit sur son livre « Cercueil pour Marfa Ivanovna, 2R 40C ». Et il soupira. La vieille restait couchée, silencieuse, les yeux clos. Le soir, quand il fit sombre, elle appela tout à coup le vieillard. « Te souviens-tu, Yakov ?» lui dit-elle, en le regardant joyeusement. « Te souviens-tu, il y a 50 ans, Dieu nous donna une enfant qui avait de jolis cheveux blonds. Nous nous asseyions toujours près de la rivière et chantions des chansons sous le saule. » Et ayant souri amèrement, elle ajouta « La petite mourut. » Yakov fit effort pour se souvenir, mais ne put se rappeler ni l'enfant ni le saule. « Tu rêves ça, dit-il. » Le prêtre vint, fit communier la vieille et lui donna l'extrême-onction. Puis Marfa se mit à marmonner quelque chose d'inintelligible. Et vers le matin, elle mourut.
Des vieilles voisines la lavèrent, l'habillèrent, la mirent en bière. Pour ne pas payer au sacristain d'argent superflu, Iakov lut les psaumes lui-même. La fosse ne lui coûta rien parce que le gardien du cimetière était son compère. 4 moujiks portèrent le cercueil au cimetière non pas à prix d'argent mais par considération. Derrière la bière venaient des vieilles, des mendiants, 2 illuminés. Des gens qui les rencontraient se signaient pieusement. Et Iakov était très aise que tout se passât de façon si décente, si convenable, coûta si peu et ne fit de peine à personne. En disant le dernier adieu à Marfa, Iakov tâta la bière du doigt et pensa « C'est du bon ouvrage ». Mais quand il revint du cimetière, une grande tristesse le prit. Il se sentait mal à l'aise, son haleine était brûlante et rude, ses jambes faiblissaient, il avait soif, et toutes sortes d'idées se mirent à lui passer par la tête. Il se ressouvint que de toute sa vie, il n'avait pas plaint sa femme une seule fois, et ne lui avait pas fait aucune caresse. En ces 52 années qu'ils avaient vécu ensemble, dans la même isba, et qui furent très très longues, il n'avait pas pensé à cela une seule fois, ni fait plus attention à elle que si elle eût été un chat ou un chien. Et pourtant, elle chauffait le poêle chaque jour, elle préparait, rôtissait les aliments, elle portait l'eau, elle cassait le bois, elle dormait sur le même lit que lui. Et lorsqu'il rentrait soûl d'une noce, elle suspendait religieusement son violon au mur et mettait son mari au lit. Tout cela en silence, avec une expression soumise et tendre. Rothschild, souriant et saluant, vint trouver Iakov. « Je vous cherche, petit-oncle, lui dit-il. Moïse Ilitch vous salue et vous fait dire de venir chez lui au plus tôt. » Iakov songeait bien à cela. Il avait envie de pleurer. « Laisse-moi, dit-il. » Et il s'éloigna. « Est-ce possible ?» dit Rothschild effrayé, se précipitant au-devant de lui. « Moïse Ilitch sera fâché, et il a ordonné que vous veniez tout de suite. » Il parut dégoûtant à Iakov que le juif fût essoufflé, qu'il clignota, qu'il eût sur la figure tant de taches de rousseur, et il lui était dégoûtant de voir sa redingote verte avec des rapiessages sombres, et toute sa silhouette frêle et falote. « Qu'as-tu à te coller à moi, gousse d'ail ?» lui cria-t-il. « Ne t'accroche pas, laisse-moi. » Le juif se fâcha et cria aussi « Allons, s'il vous plaît, plus calme, sans quoi je vous fais passer par-dessus la palissade. »« Disparais de devant mes yeux !» hurla Iakov, en levant les poings sur lui. « Il n'y a plus moyen de vivre avec ces galeux. » Rothschild, prêt à mourir de peur, s'accroupit et secoua ses mains au-dessus de sa tête comme pour parer des coups. Puis il se releva et s'enfuit à perdre haleine. En courant, il bondissait, remuait les bras, et on voyait son dos long et maigre trembler. Les gamins heureux de l'aubaine coururent derrière lui en criant « Juif! Juif !» Les chiens coururent aussi derrière lui en aboyant. Quelqu'un se mit à rire et siffla. Les chiens hurlèrent plus fort et avec plus d'ensemble. Puis un chien mordit sans doute le juif, car un cri désespéré et douloureux retentit. Iakov flâna sur le bâti communal. Puis il erra aux abords de la ville, marchant droit devant lui. Et les gamins criaient « Bronza arrive, Bronza vient !»
et ce fut la rivière. Des courlis volaient avec des cris aigus, des canards nasillaient, le soleil brûlait, et il y avait sur l'eau une telle réverbération que cela faisait mal à voir. Yaakov prit le sentier au long de la rivière, et vit une dame forte aux joues rouges qui sortait d'une cabine. Pensa-t-il, quelle loutre! Non loin du bain, des gamins pêchaient les écrevisses. En voyant le vieillard, ils se mirent à crier avec frénésie, « Bronza! Bronza !» Et voici un vieux saule caverneux, sur lequel il y a des nids de corneilles. Et soudain, dans la mémoire de Yaakov, se leva, comme vivante, la petite fille aux cheveux blonds. C'était justement le saule dont Marfa lui avait parlé. Oui, c'était ce même saule, vert, calme, triste, comme il avait vieilli, le pauvre saule. Yaakov s'assit sous l'arbre et se mit à se souvenir. Sur l'autre rive, qui est maintenant un pré immergé, il y avait autrefois un grand bois de bouleaux, et là-bas sur la colline nue que l'on voit à l'horizon, bleuissait une vieille forêt de pins. Des barques glissaient sur la rivière. Et maintenant, tout est nu et triste. Sur l'autre rive, il n'y a qu'un seul petit bouleau, jeune et svelte, comme une demoiselle. Il n'y a sur la rivière que des canards et des oies. Il ne paraît pas qu'il y ait jamais eu là des gabarres. Il semble même qu'il y ait peu d'oies en comparaison de jadis. Yaakov ferma les yeux, et dans son imagination, d'énormes bandes d'oies blanches s'envolèrent à la rencontre les unes des autres. Il ne comprenait pas qu'il ne fût pas venu une seule fois à la rivière, en ces 40 ou 50 dernières années, et que s'il était venu, il n'eût pas fait attention à elle. C'est que c'est une rivière assez grande, pas à dédaigner. On aurait pu y organiser des pêcheries et vendre les poissons aux marchands, aux fonctionnaires, aux buffetiers de la gare. On aurait pu se rendre en canot d'une propriété à une autre et jouer du violon, et les gens de toute catégorie auraient payé pour cela. On aurait pu continuer à avoir des gabarres. Cela eût été plus avantageux que de faire des cercueils. Enfin, on aurait pu élever des oies, les tuer et les envoyer à Moscou en hiver. Rien qu'avec le duvet, on aurait pu gagner plus de 10 roubles par an. Yaakov avait laissé passer l'occasion, n'avait rien fait. Quelle perte! Ah, quelle perte! Et si l'on avait à la fois pêché du poisson, joué du violon, eu des gabarres et tué des oies, quel capital cela eût produit! Mais rien de cela n'avait eu lieu, même en rêve. La vie avait passé sans profit, sans aucun plaisir, en vain, pour moins qu'une prise de tabac. En avant, il n'y avait rien, et autant que l'on regarda en arrière, il n'y avait eu que des pertes, si effrayantes qu'on en avait le frisson. Pourquoi l'homme ne peut-il pas vivre de manière à éviter les pertes et les dommages? On se demande pourquoi ont été rasés le bois de bouleaux et la forêt de pins. Pourquoi le patis communal reste-t-il terrain vague? Pourquoi les gens font-ils précisément toujours ce qu'il ne faut pas? Pourquoi Yaakov s'est-il toute sa vie jeté les poings levés sur sa femme? Et pourquoi a-t-il effrayé et insulté le juif tout à l'heure? Pourquoi les gens en général s'empêchent-ils de vivre les uns les autres? Quelle effroyable perte! S'il n'y avait pas de haine et de malice, les gens tireraient les uns des autres un énorme profit. Le soir et pendant la nuit, Yaakov vit en rêve une petite fille, le saule des oies tuées, Marfa, semblable de profil à un oiseau qui veut boire, et la figure pâle et pitoyable de Rothschild,
et des têtes patibulaires qui s'approchent de lui, parlant de perte d'argent. Il se retournait dans son lit et se leva 5 ou 6 fois pour jouer du violon. Le matin, il se leva avec peine et se rendit à l'hôpital. Le même Maxime Nikolaïtch lui ordonna de se mettre sur la tête des compresses froides, lui remit des poudres, et à l'expression de son visage et à son ton, Yakov comprit que son affaire à lui aussi était mauvaise, et qu'aucune poudre ne servirait de rien. En rentrant chez lui, il réfléchit qu'il n'aurait que profit à mourir. Il n'y a plus alors ni à manger, ni à boire, ni à payer des impôts, ni à offenser les gens. Et puisque l'homme reste dans la tombe non pas 1 an, mais des centaines, des milliers d'années, il y a à cela, si l'on compte bien, un énorme profit. La vie, pour l'homme, est une dépense, et sa mort est un gain. Cette considération assurément est juste, mais elle est tout de même amère et triste. Pourquoi y a-t-il sur la terre un ordre si étrange que la vie, qui n'est donnée à l'homme qu'une fois, passe cependant sans profit? Il ne faisait pas peine à Yakov de mourir, mais lorsqu'en rentrant il aperçut son violon, son cœur se serra et il souffrit. On ne peut pas emporter son violon dans la tombe. Il restera délaissé, orphelin. Il lui arrivera la même chose qu'au bois de bouleau et à la forêt de pin. Tout dans ce monde s'est toujours perdu et se perdra. Yakov sortit de son isba et s'assit sur le seuil, serrant son violon sur sa poitrine, en pensant à la vie passée en vain. Il joua et ne savait quoi, mais cela fut triste et touchant, et des larmes coulèrent le long de ses joues. Et plus il songeait, plus tristement chantait son violon. Le loquet de la porte de la cour claqua 1 ou 2 fois, et Rothschild apparut sur le seuil. Il traversa hardiment la moitié de la cour, mais apercevant Yakov, il s'arrêta tout à coup, se blottit, et apparemment par crainte commença à faire des gestes, comme s'il voulait indiquer avec les doigts quelle heure il était. « Approche, ne crains rien, » lui dit Yakov, affablement, lui faisant signe d'avancer. Le regardant d'un air soupçonneux, Rothschild s'approcha lentement. Il s'arrêta à quelques pas. « Fais-moi la grâce, » lui dit-il en s'inclinant, « de ne pas me battre. »« Moïseïtch m'envoie ici une seconde fois. N'aie pas peur, me dit-il. Retourne chez Yakov et dis-lui, dit-il, qu'on ne peut pas se passer de lui. Mercredi, il y a une noce. Oui, monsieur Chapovalov marie sa fille à un brave homme, et la noce sera riche, ajouta le juif en fermant un œil. « Je ne peux pas, » prononça Yakov, la respiration coupée. « Je suis malade, frère. » Et il se remit à jouer. Des larmes coulèrent tout à coup sur son violon. Rothschild écoutait attentivement, placé de biais, les mains croisées sur la poitrine. L'expression effarée, incompréhensible de son visage se changea peu à peu en une expression triste et douloureuse. Il leva les yeux en l'air comme s'il ressentait une torturante extase, et il fit « Va !» et des larmes coulèrent lentement sur ses joues et dégouttèrent sur sa redingote verte.
Toute la journée ensuite, Yakov resta couché, le cœur serré. Quand le prêtre, en le confessant le soir, lui demanda s'il ne se rappelait pas quelque péché particulier, faisant effort pour se souvenir, malgré sa faiblesse, il se remémora le visage malheureux de Marfa et le cri désespéré du Juif que le chien mordait. Et il dit d'une voix à peine perceptible: « Mon violon, vous le donnerez à Rothschild. » « Bien, » répondit le prêtre. Maintenant, tout le monde se demande en ville où Rothschild a pris un si bon violon. L'a-t-il acheté ou volé, ou peut-être le lui a-t-on remis en gage pour de l'argent prêté? Il a depuis longtemps abandonné la flûte. Il ne joue maintenant que du violon. Sous son archet filent des sons aussi plaintifs qu'il en sortait jadis de sa flûte. Mais quand il tâche de répéter ce que jouait Yakov assis sur le seuil de son isba, il s'en envole quelque chose de si triste, de si douloureux, que les auditeurs pleurent, et lui-même à la fin, les yeux révulsés, s'écrie « Va !» Et cette nouvelle chanson a tellement plu en ville que les marchands et les fonctionnaires invitent Rothschild à qui mieux et la lui font jouer jusqu'à 10 fois.